Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode d'En roue libre. Le Tour de France est terminé, les JO approchent et un été particulièrement intéressant sur les antennes de Pix Plus Sport. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous suivre pour En roue libre sur les différentes plateformes de streaming, sur YouTube, sur Spotify et le reste. Et donc aujourd'hui, un épisode tout à fait spécial. On va parler cyclisme, bien évidemment, et on va parler en profondeur puisqu'on a beaucoup de sujets sur la table aujourd'hui. Et pour en parler, évidemment, les meilleurs qui m'accompagnent avec tout premièrement Frédéric Amorizon. Bonjour Frédéric. Salut Gordon, bonjour les amis. Frédéric a un mois sur Pix Plus Sport qui s'annonce très intense. On aura pas mal de courses au programme. Un mini Tour de France, 3 semaines de course aussi, avec l'enchaînement Burgos, Tour d'Allemagne et Tour de Pologne aussi sur le mois d'août. Donc oui, il y aura pour les amateurs de cyclisme énormément de possibilités de suivre les coureurs aux 4 coins de l'Europe. Et on aura l'occasion d'en parler dans le prochain épisode, parce que ici, ce qui nous intéresse, c'est évidemment le Tour de France, les JO, et on a quelqu'un qui a suivi le Tour de France, qui a suivi aussi le Tour de Wallonie, et qui s'apprête à se rendre du côté de Namur, puisqu'on a aussi la course du Tour de Namur, pour les amateurs et les espoirs. Bonjour Julien. Bonjour Gordon, bonjour tout le monde. Oui, un été très, très cycliste, très, très chargé, très, très intéressant. Moi, je ferai un mini Tour de France parce que j'enchaîne juste le Tour de Wallonie et le Tour de Namur. Je n'ai pas l'endurance de Frédéric Amorizon qui sort du Tour de France et qui va enchaîner encore pour 3 semaines. Pourtant, on peut voir quand même la petite trace, ça roule. Hein. Mais je n'ai que les traces. Je n'ai pas les watts, mais j'ai les traces. C'est déjà ça. Quelqu'un qui a les watts, qui a les traces, qui a le sourire, qui a la banane, véritablement, c'est Maxime Segers qui était présent avec nous aujourd'hui, le directeur des opérations de l'équipe Intermarché Wanty. Un garçon, vous l'imaginez bien, qui a le sourire après ce Tour de France, ce mois de juillet rêvé. C'était incroyable. Maxime, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Gordon, merci de m'accueillir, merci de nous accueillir. Et en effet, c'était un mois de juillet plein d'émotions et plein de sourires et coloré de vert. Donc un très bon mois derrière nous. On va parler donc du Tour avec Maxime Segers, avec nos consultants ici. Et quand on parle du Tour de France, on est obligé de parler de Bini. C'est pour ça que Maxime Segers est avec nous aujourd'hui. Mais voilà, on va directement commencer dans le vif du sujet. Comment on a vécu ce Tour de France? On le sait, c'est assez spécial. L'équipe Intermarché, depuis quelques années, enchaîne les performances, enchaîne les bonnes saisons. C'est parfois un petit peu plus compliqué, mais en tout cas, on a toujours l'idée d'aller sur le Tour de France pour réaliser de grandes performances. Et cette année, c'était un petit peu inouï. Bah oui, maintenant ça fait une semaine qu'on est rentré de ce Tour et de Nice et on atterrit tout doucement. C'était 3 semaines sur un nuage finalement avec ce rêve et cet objectif qu'on chassait depuis 2017 et notre première participation au Tour de France de pouvoir remporter une étape. Ça a été fait rapidement sur la 3e étape à Turin. Je pense que ça a bien débloqué le groupe, débloqué Bignam et donné beaucoup de confiance à tout le monde et on a pu enchaîner avec 2 autres victoires d'étape, un maillot vert qui n'était finalement même pas un objectif en partant vers le Tour à Florence. Donc, c'était 3 semaines plus que réussies et plus qu'enthousiasmantes pour l'ensemble du groupe. Ouais, c'était l'objectif, Frédéric et Julien, d'aller chercher une victoire sur le Tour. Il y en a 3. Il y a le maillot vert au bout. C'est un Tour de France exceptionnel. Et quand on a commencé ce Tour de France, on se disait, tiens, Bini, où il en est? On l'avait vu, ça se passait pas trop mal. Il y avait du sprint, il y avait des beaux sprints prévus pour le Tour de France. On a eu 3 victoires pour Bini, 3 victoires pour Philipsen. Bini qui s'est magnifiquement illustré. Ça a commencé à Turin. Ce jour-là, on se dit, peut-être qu'il a eu un peu de chance, que la porte s'est ouverte au bon moment. Il a développé les watts comme il pouvait le faire, comme on l'avait vu d'ailleurs du côté du Giro. Ce jour-là, on se dit, Bini, il est très bien, il a gagné parce que tout s'est bien passé pour lui. Et puis, il a prouvé qu'il était peut-être l'un des meilleurs sprinteurs du monde, tout simplement, Fred. Oui, c'était après la confirmation. Je pense qu'avant le départ du Tour, les meilleurs ou les plus grands pronostiqueurs n'auraient jamais imaginé un tel scénario, une telle régularité aussi. Et comme tu viens de le dire, à Turin, on pouvait aller sur peut-être l'absence de Philipsen, l'absence de Cavendish, une possibilité d'avoir le long des barrières à droite que ça s'ouvre bien, un petit faux plat montant, pas mal de scénarios qui donnaient ce jour-là la possibilité à l'équipe de gagner cette première victoire, à Bini de rentrer dans l'histoire. Mais derrière, on disait, on attend confirmation quand même de voir qu'est-ce qu'il peut réellement faire. Et puis, ça n'a pas été la confirmation, mais ça a été vraiment la révélation de pouvoir à 3 reprises jouer comme ça le meilleur par rapport à d'excellents coureurs. On ne pouvait pas aller après sur une histoire de chance, d'absent, tout le monde était là et ça s'est vraiment bien mis. Et avec j'ai envie de dire, comme on dit dans le milieu, à la pédale, la façon dont il a été s'imposer
que ce soit à Colombey, les Deux Églises ou à Villeneuve-sur-Lot, c'est vraiment très très costaud, avec énormément de vitesse. Et donc oui, c'est démontré qu'il était sur ce Tour de France parmi les plus grands, les plus rapides sprinteurs au monde, ça c'est une certitude. Julien, tu avais écrit en 2022, après cette saison exceptionnelle, La course au sommet, qui est d'ailleurs présent ici sur la table. Bon, le titre du deuxième tome, il y en aura un, on ne peut pas faire autrement, Julien, après un Tour de France pareil. Se maintenir au sommet. Mais la couverture était déjà verte. C'était en prémisse. Oui. C'était en prémisse. Mais j'ai envie de dire aussi que ces 3 victoires, c'est un peu aussi toute l'histoire de votre équipe, parce que quand vous êtes arrivé sur le Tour de France, vous étiez les petits poussets, et l'objectif, c'était prendre l'échappée et montrer le maillot, animer les étapes. Mais là, c'est plus du tout la philosophie, c'était aller chercher cette victoire d'étape. Vous étiez passé plusieurs fois près avec Taco, je pense, Taco van der Horn, sur l'étape des pavés. Là. Oui, Oui. à Rambert. Et Zimmerman peut-être Zimmerman deuxième derrière Bilbao. Et aussi. Menkes, Menkes, à l'Alpe deuxième d'Huez. Alpe d'Huez. Ouais. Derrière Donc c'est aussi une accumulation de dire, on passe toujours très près. Mhm. Je crois que la plus grosse déception, finalement, c'était Taco van der Horn, Ouais. où tout le monde là, le voyait gagner, et ça se fait à la sprint photo très- finish très serré. Clark, Simon Clark qui s'était à imposé. Rambert. Mhm. Et puis le soir de Turin, c'est dire, ça y est, la délivrance. Elle est là. Et le tour était déjà clairement réussi avec cette victoire à Turin. Moi, ensuite, je dois bien dire que Bini m'a surpris au niveau de sa vitesse sur le sprint plat. Je savais que dans les sprints un peu difficiles, comme quand il avait battu Van Der Poel au Giro, je savais que c'était un des meilleurs du monde. Mais là, en vitesse pure, sur des sprints, battre des Philipsen, des Cavendish, il m'a surpris. C'est aussi une victoire au caractère, parce qu'on sait qu'il a eu une saison très difficile l'an passé. Il sortait d'une année de rêve comme l'équipe, avec sa victoire à Wevelgem au Giro. Une année plus compliquée en 2023, et aussi un début de saison compliqué. Il retrouve la victoire en Australie, je pense. Ça lui fait du bien. Et puis, il est dans cette fameuse chute à Waregem, à travers la Flandre, qui implique toutes les stars, Pedersen, Van Aert, Stuyven. Lui ne se casse rien, je pense. Et puis, il revient au Giro. On sent qu'il est bien. Et puis, à nouveau, la chute sur les routes mouillées, un abandon. Il y avait un petit doute sur son mental, sur son physique. Il avait gagné le franco-belge de belle manière, mais c'est une très belle course, le circuit franco-belge, mais c'est pas le Tour de France. Et là, il m'a vraiment impressionné sur le Tour. C'est une belle transition que tu nous fais là, Julien, parce que je voulais justement revenir un petit peu sur le passé de Bini, sur l'historique, comment cet Érythréen arrive dans cette équipe wallonne et devient le maillot vert du Tour de France au terme de ce très très beau mois de juillet. On se souvient, Maxime, c'était pas très loin de chez toi, d'une victoire face à Remco Evenepoel à la Glaise, si je ne me trompe. Bignam, ce jour-là, on imagine qu'il peut gagner un maillot vert. On essaye tant bien que mal d'aller le signer. Il y a tout qui se met bien par rapport à l'équipe, avec cette équipe d'Elco Marseille qui malheureusement doit fermer les portes. Bini se retrouve libre, on va le chercher, et puis eh bien voilà, il y a ce qui se passe. Il y a cette première saison fulgurante, il y a une deuxième saison un petit peu plus compliquée, et puis une troisième ici avec enfin la confirmation. C'est peut-être même plus qu'une confirmation ici, c'est une véritable explosion. Maxime, Bini, quand on va le chercher comme ça, explique-nous un petit peu comment ça s'est déroulé. La première rencontre, c'était en effet en 2018, il y a tout pile 6 ans maintenant, parce que c'est une course qui a lieu début août et qui est une course de référence chez les juniors finalement, qui est au Beltimister Stavlo. C'était une course où j'avais là ma casquette de journaliste, où je travaillais pour Sud Presse, et comme beaucoup de journalistes ce jour-là, on attend tous Remco Evenepoel, la confirmation, parce qu'on savait déjà que c'était un talent et que tout le monde s'attendait à ce qu'il écrase largement la course. Et sur cette première étape, il y a un coureur qui a pu prendre sa roue à chacune de ses accélérations, qui a pu le suivre jusqu'au bout. Et tout le monde pensait que ça irait sans doute trop vite pour lui. Et pourtant, il a réussi à le battre au sprint, ce qui avait eu le don d'un petit peu énerver Remco à l'époque. Mais voilà, quand on a un jeune coureur du Centre mondial du cyclisme, un Érythréen, c'était pas forcément le coureur qu'on attendait. Et à partir de ce moment-là, on a continué à le suivre. J'ai toujours continué à le suivre. Il a dû continuer son intégration aussi, parce que c'était pas facile. C'était une de ses premières courses en Europe. Quand on débarque d'Érythrée dans une autre culture, en Europe, parfois être un peu seul, sans trop de moyens, isolé en Suisse, c'était pas toujours facile.
Donc, c'était déjà une belle preuve d'adaptation et de volonté de réussir, d'arriver à s'imposer. Après, il a continué son parcours. J'ai continué à le suivre un peu à distance. Et en effet, il était passé dans l'équipe Delco et il avait plutôt bien performé dès sa première année chez les pros, puisqu'il avait remporté une étape au Tour du Rwanda et l'année suivante, il fait deuxième au Tour du Doubs, si je me souviens bien. Avec une belle performance aussi en Italie, hein, si je ne me trompe pas, pour Bini. 2 à l'Eguelia. Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, donc c'est vraiment un coureur de talent et on le savait. Après, voilà, son équipe l'avait fait prolonger directement jusqu'à fin 2024 et on s'était un peu rapproché de son agent qui nous avait dit que malheureusement il était sous contrat. Et puis dès qu'on a pu entendre que la situation de l'équipe Delco était un peu plus fragile, on a repris contact, on a pu se remettre en relation avec Binyam qui a quand même parlé à plusieurs équipes et je pense que c'est un coureur qui le démontre encore aujourd'hui mais a vraiment un côté très humain et très, qui a vraiment besoin de cet environnement familial. Et je pense que c'est ce qu'il a pu retrouver chez nous. C'est ce qui fait aussi qu'il s'y sent bien et qui veut continuer l'aventure avec nous. Et on a pu l'encadrer. Frédéric était là lors de sa première victoire sous nos couleurs en tant que directeur sportif. Et c'est au-delà de son talent, au-delà de sa capacité depuis qu'il est jeune aussi de s'imposer comme leader et de savoir ce qu'il veut faire dans la course. C'est quelqu'un qui a beaucoup de gratitude pour le travail que l'équipe peut faire pour lui et qui a vraiment besoin de cet environnement très proche, très, très rapproché autour de lui, de travailler avec des personnes de confiance. Et c'est ce qui a fait aussi que dans les bons moments, c'est toujours facile d'être là à côté d'un coureur, mais c'est surtout dans les moments un peu plus compliqués qu'il faut être là. Donc forcément, 2022 avait super bien commencé avec cette victoire sur Gand-Wevelgem qui en avait surpris certains, cette confirmation au Giro devant Van Der Poel quand même. Et puis, il y a eu un petit incident sur le podium. Il a aussi, à cause de ça, été éloigné 2 semaines et demie de son vélo, près de 3 semaines sans entraînement. Frédéric peut le dire, mais tous les suiveurs du vélo savent que 3 semaines sans entraînement, ça pardonne pas. Et donc, après, se reconstruire, ça n'a pas été facile au niveau physique de repartir de presque zéro, parce que pour un coureur... 2-3 semaines sans vélo, ça correspond à la trêve hivernale, donc c'est forcément pas facile. C'est compliqué pour nous aussi, de s'arrêter 2-3 semaines. Ouais, je le constate parfois que les reprises peuvent être compliquées, mais voilà, c'est comme Binyam, il faut garder l'espoir et se dire qu'il y aura des jours meilleurs et des performances plus glorieuses. Mais donc voilà, et puis Binyam avait tout fait pour repréparer une belle saison 2023, encore... des chutes, des contretemps, et ça n'a jamais été facile. Il a découvert le Tour l'an passé avec pas mal de pression, mais ça lui a permis aussi d'apprendre, de connaître l'environnement du Tour, de aussi se poser les bonnes questions, de remettre en place une bonne stratégie, une bonne préparation. Et avec cette année 2024 qui a aussi été marquée par quelques petits contretemps dans son printemps avec cette chute à travers la Flandre, avec une deuxième chute au Giro où il avait là vraiment beaucoup d'ambition. Mais il a fait preuve, comme d'autres coureurs et comme finalement tous les champions, de résilience et de savoir continuer à se battre et toujours voir les prochaines échéances, les prochains objectifs pour directement se remobiliser et pas se dire que c'est un échec ou un mauvais moment, mais de directement se retourner vers du plus positif. Et je pense qu'il l'a très bien fait. Il a démontré que c'était un coureur de talent qui avait le physique et le mental pour être présent au plus haut niveau. Oui, on va penser avec lui désormais au niveau du long terme, puisqu'on a eu l'annonce aussi d'une prolongation. Frédéric, on va jouer très très longtemps la carte Binyam. On l'a vu ici sur le Tour de France, avec une équipe entièrement dévouée à sa cause. C'est logique, il y avait cet objectif du maillot vert, mais avec ce qu'il nous a montré là, il peut venir nous surprendre à nouveau sur de très très belles courses comme il l'avait fait sur Gand-Wevelgem, et il va certainement vouloir retourner sur le Tour de France avec cette même ambition. Très certainement. Je pense qu'au départ, la qualité chez Bini, elle est présente. Ici, voilà, dans le monde entier, c'est devenu la référence, la star, un peu planétaire. Sa plus grande victoire, peut-être, c'est d'être revenu justement à ce niveau-là. On sait la difficulté, et Maxime vient d'en parler. Vous arrivez à gagner une classique comme Gand-Wevelgem. Derrière, vous avez énormément de soucis. Arriver à ressortir la tête de l'eau et sur le Tour de France venir s'imposer, ça, c'est vraiment une force de caractère, de courage qui est énorme. Donc, il y a la simplicité, mais la façon de se battre
pour arriver à dominer les meilleurs. Et derrière, ça doit lui donner énormément de confiance d'avoir prouvé non pas une fois, mais 3 fois qu'il pouvait battre les meilleurs. Et puis, on connaît son côté explosivité. Donc, sur des courses d'un jour, avec une équipe qui va aussi prendre de la confiance, la possibilité de le prolonger pour des années supplémentaires, c'est aussi ce travail à long terme, d'avoir un encadrement qui a déjà confiance en lui, et puis d'amener des coureurs qui pourront le mettre dans des bonnes conditions, parce qu'il est encore jeune, et il a finalement peut-être encore beaucoup à apprendre sur ces classiques qu'on va appeler flandriennes, qui lui conviendront le mieux, puisque ces dernières années, en fonction des blessures, des chutes et ainsi de suite, il n'a jamais pu vraiment démontrer ce potentiel. Donc oui, je vais dire que la machine, je pense, est réellement lancée. Une véritable victoire, donc, de pouvoir être revenu à ce niveau. C'est peut-être la plus grande information de cette belle performance au niveau de Bini. Il est capable de revenir, il est capable de se préparer, il est capable d'être sérieux et il est bien accompagné. Donc, on espère évidemment, Maxime, plein de belles choses, plein de bonheur avec Bini. On a vu la vie en vert. Du côté du Tour de France, du côté de Nice. Peut-être qu'on verra la vie en or aussi, après l'avoir vue en rose à Paris lors de la très très belle cérémonie. Peut-être qu'on la verra le week-end prochain sur les Jeux Olympiques, parce qu'il fait partie des favoris. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. On reste dans le Tour, et forcément, on est sur Pix Plus Sport. On a chanté son nom, on a scandé son nom sur le cyclocross de Diegem. On en a longuement parlé. Arnaud Delis a connu des moments difficiles en début de saison. Il est revenu très très fort. Il est allé sur le Tour de France. Il connaît très bien Julien Gilbert. Arnaud Delis, c'est un Tour de France plus que réussi. On n'a pas eu de victoire. Certains, j'ai pu lire, ont été déçus, mais s'il vous plaît, 5 top 5 sur son premier Tour de France. Et surtout, j'ai la sensation qu'on est ressorti de ce Tour de France avec une fraîcheur. Et ça, c'est peut-être aussi en tout cas l'enseignement à aller chercher, à retenir. Oui. Alors oui, j'ai été un peu surpris aussi de voir que certains étaient déçus. Il ne faut pas oublier qu'il est très jeune, que c'est une découverte du Tour de France. Bini l'a découvert l'an passé, n'a pas non plus gagné d'étape, il avait fait des podiums. Ici, Arnaud a découvert, il n'a pas gagné, mais je trouve qu'il a été très présent. Parfois, quelques erreurs de placement dans les sprints qui lui privent de meilleurs résultats, notamment à Colombey de Églises, où Bini gagne justement. Il aurait pu le battre ce jour-là. Avec un meilleur placement, oui. Ouais, peut-être bien. Qu'en pense Maxime Segers ? Que gagner un sprint, c'est du placement, c'est de la force, et c'est trouver tous les bons éléments qui doivent se combiner. Et forcément, comme Julien le disait, c'est pas facile de découvrir un premier tour. On l'avait vécu, nous, en tant qu'équipe, avec Bini l'an passé. Et ce que beaucoup de coureurs, et en particulier les jeunes, ne se rendent pas compte, c'est que le Tour de France, c'est plus qu'une course cycliste. Et où, là, sur une course en général, on va être content d'avoir un Belge qui fait 3e, 4e ou 5e, et que sur le Tour, en général, on a tendance à ne pas s'en satisfaire. Et je disais que Remco faisait un peu la même remarque, que souvent les attentes et que c'est plutôt les suiveurs qui sont déçus que lui-même. Et je pense que dans le cas d'Arnaud, ça doit être la même chose. Il a fait un beau Tour de France, une belle découverte, et je pense qu'il peut en être fier, et que certains en espèrent peut-être plus, mais que clairement, c'est pas facile de se retrouver dans cette machine médiatique aussi qui est le Tour de France. On a l'impression qu'il a pris du plaisir, Julien. Il a pris du plaisir, et il a aussi pris du plaisir avec son beau maillot de champion de Belgique. Parce que découvrir le Tour de France, c'est déjà une certaine forme de pression. Alors je pense qu'il cherche quand même bien la pression, mais là, le découvrir avec ce maillot de champion de Belgique, il fallait quand même confirmer sur la plus grande épreuve du monde. Et moi, je trouve qu'il a été bien présent. J'espère pour lui qu'il va en sortir plus fort. On verra à sa reprise, ce sera le Tour du Danemark, et j'espère le voir à l'œuvre sur les belles courses de fin de saison. Oui, Frédéric, si on doit s'intéresser justement au point de vue sportif par rapport à Arnaud, on a bien remarqué qu'il avait les jambes pour pouvoir s'imposer. C'était le cas notamment sur cette étape magnifiquement remportée par Bini. Mais c'est une équipe Lotto Destiny qui était entièrement dévouée à sa cause aussi, avec des éléments qui manquaient. On pense notamment à De Beus, on peut penser notamment à un garçon comme Vermeersch, une équipe Lotto qui a quand même gagné avec Kampenaerts à Barcelonnette. Mais c'est une équipe qui... pour l'année prochaine, peut encore être mieux étoffée pour justement permettre, comme l'a fait un certain Mike Tennyson au Lawrence Rex pour l'équipe Intermarché Wanty, de pouvoir accompagner Arnaud pour aller chercher cette victoire. Je pense qu'on est un petit peu dans la même situation, mais avec des résultats meilleurs, si on les compare, que Bini Girmay il y a un an, avec une équipe qui se cherchait un petit peu dans les sprints. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait réellement bien le positionner, le déposer au bon moment, trouver le fameux timing, parce que finalement, un sprinter, c'est ça, trouver l'ouverture du bon moment où il faut y aller. Ici, Arnaud ne l'a pas trouvé une seule fois.
parce que l'élément déclencheur était peut-être justement d'avoir ce poisson pilote. C'était aussi une équipe qui était jeune, qui voulait fonctionner autour d'Arnaud, qui pouvait travailler pendant de nombreux kilomètres, mais pas vraiment un gars qui pouvait venir aux 500 mètres et le déposer à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Et quand vous n'avez pas ça, il faut pas mal de circonstances pour pouvoir justement trouver l'ouverture. Il ne l'a jamais eu, mais il doit sortir grandi. Il a pris de la caisse, comme on dit. Et je suis persuadé que 2025, ça va amener sur les classiques un plus parce qu'il aura vraiment pris énormément de force sur 3 semaines, mais pour le Tour de France aussi, et que sa formation va se finalement dire il faut qu'on ait quelqu'un. Jasper De Bois, c'était prévu de longue date, n'était pas disponible pour le Tour de France, mais il aurait certainement été essentiel dans cette position. Mais à la fin, pour la formation Lotto, avec la victoire de Campenarts, qui est un super ami à Dely, tout s'est bien mis. Mais ouais, on peut vraiment être très, très satisfait. Des déçus, il y en a toujours. Critiquer, c'est assez facile. C'est parce qu'on aurait presque eu la cerise sur le gâteau, c'est de voir Arnaud Dely gagner une étape du Tour de France avec le maillot noir, jaune, rouge sur les épaules. Quand on connaît le talent du garçon, je suis persuadé qu'il y aura d'autres maillots aussi de champion de Belgique et d'autres possibilités d'aller gagner des étapes du Tour en noir, jaune, rouge. On l'espère. En tout cas, on a une victoire donc, du côté de l'équipe Lotto Destiny. On a l'équipe wallonne Intermarché qui a performé. On a Alpecin qui a confirmé encore avec Jasper Philipsen. Et puis l'autre équipe belge qui reste, évidemment, c'est l'équipe Soudal Quick-Step qui a réussi carton plein, 3e, derrière un Tadej Pogacar exceptionnel, derrière Jonas Vingegaard, au-dessus aussi de son niveau, qui a réalisé un retour tout aussi extraordinaire. L'équipe Soudal Quick-Step a réussi son pari. Julien, on le sait, depuis quelques années, le Wolfpack disparaît un petit peu, ou en tout cas, il a changé d'endroit. Il est plutôt dans la montagne. Et on l'a vu ici, ça a été une réussite. Remco a tenu son pari, un podium. Il voulait un top 5, ça a été beaucoup mieux que ça. Il a remporté une étape sur le Tour de France. Il a montré de belles choses. Il a été attaquant. Mais on a surtout eu une équipe Soudal Quick-Step exceptionnel en montagne, avec un Mikel Landa retrouvé, avec des Jan Hirt ou des Ilan van Wilder totalement dévoués à Remco Evenepoel. C'est une réussite de A à Z. C'est clairement une réussite, alors que le début de leur tour n'avait pas été facile, avec la chute de Vorwak, avec sa maladie, son abandon. Et ça avait commencé aussi avec une chute de Jan Hirt, avec la vue qui était pas mal perturbée. Ça, c'était quand même assez impressionnant. Je pense qu'il s'était chopé un bagage ou quelque chose du genre. Il a même perdu des bouts de dents. Et puis Casper Pedersen aussi en début de tour qui a quitté avec sa clavicule. Donc c'était un début, en tout cas pour la formation de Remco, assez compliqué, pas mal d'incidents. Mais donc une réussite. Une réussite et une équipe qui a changé d'identité. Alors on connaissait l'équipe de Patrick Lefebvre, mais tu as couru dans cette équipe. C'était l'ADN classique, l'ADN pavé. Et ces dernières années, elle était fragilisée sur son propre terrain et du coup très, très critiquée. Mais depuis que le petit phénomène Remco est arrivé dans cette équipe, l'équipe change d'identité, elle s'articule autour de ce talent, de ce prodige du vélo. Et même si elle paraissait plus faible quand même que UAE, que les Visma sur le terrain des grands tours, ils ont gagné le Tour d'Espagne avec Remco il y a 2 ans, mais ça semblait quand même un peu plus faible que les grosses armadas, mais là, ils ont répondu présent, ils ont bien entouré Remco. Un Remco qui m'a semblé beaucoup plus mature, beaucoup plus serein dans la gestion de sa course, de ne pas s'affoler quand il y avait d'attaque, d'être aussi moins offensif. Il n'a pas fait ce grand festival offensif en partant très très loin, parce qu'il était sur un Tour de France, 3 semaines, et il fallait gérer la fatigue, la fraîcheur, mais un maillot blanc, comme tu l'as dit, une 3e place à Paris, une victoire d'étape au chrono. Je pense que c'est des débuts très réussis, mais qui montrent aussi encore la différence par rapport à un Pogacar, la différence de niveau. Et je pense que Remco, maintenant, son objectif, ce sera d'aller à ce niveau-là. Un changement, évidemment, donc une dynamique qui se confirme évidemment par un changement d'objectif, comme on peut le dire. Maxime, toi qui chapeautes un petit peu aussi autour de l'équipe Intermarché Wanty, c'est aussi une question de budget. On ne voit plus l'équipe Soudal Quick-Step sur les classiques flamandes parce qu'il y a moins d'investissement, puisqu'on a une pépite avec Remco Evenepoel. On met tout pour réussir ce défi-là. Et peut-être qu'on ne le réussira jamais, parce qu'il y a quelques rumeurs qui tournent autour de Remco Evenepoel. Mais quoi qu'il en soit, Maxime, on a clairement senti ce changement de dynamique, et ça s'explique évidemment par rapport aux finances, sans aucun doute. Bah oui, c'est sûr, on sait que l'équipe
Soudal Quick-Step a longtemps été une des premières équipes au monde aussi en termes de budget. Maintenant, on voit que le cyclisme a pas mal changé avec des pays du Moyen-Orient qui viennent avec beaucoup d'argent ou d'autres équipes qui ont plus de budget. Et il n'y a pas 3-4 équipes qui sont capables d'avoir en même temps des hommes pour jouer un classement général et en même temps des hommes pour jouer la victoire finale sur un grand tour. Visma y arrive et on voit que ça a quand même parfois ses limites. L'an passé, tout s'est très bien goupillé pour eux, cette année un peu moins. Et donc, c'est sûr que c'est compliqué de construire une équipe pour viser une victoire finale sur un grand tour. On sait aussi qu'un grand tour, c'est beaucoup plus compliqué. Une classique, si on se rate un dimanche ou un mercredi, il y a une opportunité qui arrive 3 jours après. En général, sur un grand tour, une mauvaise étape, une mauvaise chute et c'est 3 semaines et finalement l'investissement d'une année qui peut tomber à l'eau. On l'a vu avec Primož Roglič qui est tombé et malheureusement 2 fois en 2 jours et qui a dû abandonner. Pour une équipe comme Red Bull Bora-Hansgrohe, c'était beaucoup d'investissement et on voit qu'au final, on peut s'en tirer avec rien. Je pense que ce qu'il faut laisser à Soudal Quick-Step cette année, c'est qu'ils ont eu de la malchance. Ils ont eu quelques contretemps sur le début du tour et ils ont continué à se battre avec leurs moyens, avec sans doute pas l'équipe la plus forte sur le papier, mais en tout cas, je trouve qu'on a vu un collectif soudé et des coureurs qui avaient envie de rouler l'un pour l'autre et qui étaient tous avec en tête cet objectif de podium final et de maillot blanc pour Remco. C'était son premier tour aussi et on le disait juste avant, le tour c'est au-delà d'une course cycliste, donc il l'a bien fait. Il avait déjà démontré sur une Vuelta qu'il pouvait tenir sur 3 semaines et ici il a montré sur le tour qu'il peut se battre pendant 3 semaines avec sans doute les 2 coureurs de grand tour les plus doués de sa génération. Il est un peu plus jeune, il a encore une marge de progression sans doute et les parcours du tour, on le sait, ne sont pas les mêmes chaque année et un peu plus de chrono ou un peu moins de chrono, un peu plus de haute montagne ou un peu moins de haute montagne, ça peut être plus en faveur d'un coureur ou d'un autre et donc Remco a 24 ans et je pense qu'il a encore quelques belles années devant lui pour essayer d'aller chercher ce maillot jaune et que ce serait pour l'équipe Soudal Quick-Step une belle réussite s'il pouvait y parvenir avec lui et en tout cas si Remco pouvait y parvenir ce serait magnifique pour le cyclisme belge. Sur base de toute cette analyse, Frédéric, on avait potentiellement des doutes, même si on se disait c'est possible, on le sait, c'est un pur talent, c'est une pépite du cyclisme mondial. Sur base de cette analyse fournie par Julien, par Max, aujourd'hui on peut l'assurer, Remco Evenepoel, il a un Tour de France dans les jambes, c'est indéniable. Bien évidemment, après il faudra toujours pouvoir rivaliser avec les 2 coureurs qui l'ont devancé cette année. C'est un problème de génération alors? Il tombe dans une génération où tout simplement pour le moment, en tout cas dans l'état, il y a trop fort. Il y a du très fort et parce que ce sont des garçons aussi qui avaient une expérience autre que la sienne. On dit découvrir le Tour, c'est quelque chose de particulier sur tous ces aspects. Le côté positif, c'est vraiment que Remco a élevé son niveau, malgré que ce soit un excellent coureur. On parle de top mondial, mais toute son équipe a eu la possibilité d'élever son niveau. Tout le monde se demandait qu'est-ce que Mikel Landa allait venir faire. On se cherchait un petit peu dans son ancienne formation. Quand on regarde en fin de tour, il restait 6 coureurs sur des cols. Eh bien, Landa était encore là. C'était 2 coureurs de chez UAE, 2 coureurs de chez Visma et 2 de chez Soudal. Donc oui, cette équipe confirme aussi qu'elle peut réellement rivaliser avec les meilleurs. Remco, c'est la star mondiale du contre-la-montre. Il sera peut-être un peu dépendant justement de ce que les organisateurs décideront dans le futur, comment les parcours vont être tracés. Mais ici, il a eu 2 choses intéressantes, c'est de pouvoir passer en haute altitude, et là on n'avait pas trop de certitude, et on avait toujours ce doute de dire, n'aura-t-il pas une journée un peu off, une journée où il va passer au travers? Et il a répondu présent sur tout type de parcours, que ce soit sur les chemins blancs, que ce soit sur des petites ascensions, puisque dès le départ en Italie, sur des ascensions de 1 km 500, 2 km, il était à même de revenir sur les meilleurs, et puis présent pendant 3 semaines. Donc oui, il a certainement le Tour de France dans les jambes. Il faudra continuer à bosser, mais je pense qu'il y a eu un changement non seulement de statut en montant pour la première fois sur un Tour de France, mais un changement d'homme aussi dans son attitude d'être beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Et vous savez que si vous arrivez avec plus de sérénité, ici il était peut-être encore avec des questionnements en disant est-ce que je peux faire un podium, est-ce que je peux faire un top 5? Ici il sort avec des certitudes et lorsqu'il va arriver sur une autre édition avec l'esprit beaucoup plus libre, ça le rendra encore plus fort. Bon, c'est notre rôle aussi, Frédéric, Julien, Maxime, d'aller un petit peu sur tous les sujets et forcément on doit revenir sur cette victoire
qui est écrasante parce qu'il a explosé tout le monde, hein, Tadej Pogačar. On a vu beaucoup de débats, beaucoup de polémiques. Des polémiques, je vous l'avoue, et là, c'est le passionné de cyclisme et le journaliste qui vous parle, des polémiques qui méritent un petit peu, puisqu'il faut bien reconnaître que Tadej Pogačar est le meilleur coureur, peut-être de notre génération, mais peut-être de l'histoire du cyclisme. En tout cas, ce qu'il est en train de prouver, de montrer, et qu'il est accompagné, évidemment, de tous les éléments autour de ce cyclisme qui avance très vite, de ce cyclisme très professionnel, avec tous les aspects qui sont millimétrés. Tadej Pogačar, c'est avant tout autre chose un coureur avec des capacités, des compétences intrinsèques exceptionnelles. Il le démontre, il est dans sa meilleure année, il progresse, il arrive, il a explosé tout le monde, mais il a explosé des coureurs qui ont vécu une saison 2024 un petit peu compliquée. Il faut tout remettre un petit peu dans le pot. Il faut essayer de gérer ça du mieux possible. Je suis un petit peu irrité par les accusations qui sont posées à tort. Le doute persiste. Il est important de travailler sur ça. Mais Frédéric, il est quand même clair que on entend beaucoup de choses, mais contrairement à ce que beaucoup de gens disent, on n'a aucune preuve et on a juste un talent qui fait de son mieux, qui est hyper talentueux et qui arrive à faire de son mieux tout simplement, et qui s'amuse sur le vélo en donnant le maximum, hein. C'est tout simplement, vous reprenez des années différentes, des coureurs qui changent, mais les mêmes doutes qui se reproduisent. Il y a 12 mois, tout le monde trouvait anormal les prestations de Jonas Vingegaard d'avoir explosé l'ensemble des coureurs sur le contre-la-montre de Combloux, avec des coureurs qui avaient été blessés en cours d'année. 12 mois plus tard, on remet en doute les performances de Tadej Pogačar, qui a survolé le Tour de France. On en a parlé dans pas mal d'émissions depuis le début d'année. C'était le grand favori. Et s'il n'avait pas gagné de cette manière, ça aurait été réellement une contre-performance. Quand on parle des qualités du garçon depuis de nombreuses années, qui est là en début d'année, en milieu d'année et en fin d'année, s'il avait été terminé 2e ou 3e, on aurait dit, bouf, c'est pas normal. Comment peut-il être battu par un coureur qui a été blessé pendant 3 mois, ou un autre qui découvre le Tour de France pour la première fois et qui, 3 semaines avant sur le Dauphiné, était bof-bof. Donc ça n'est que normal de gagner le Tour de France quand on parle de Tadej Pogačar, qui depuis le début d'année dit « je suis dans la forme de ma vie ». Ça, c'est une certitude. Alors, personne ne peut mettre sa main au feu en disant « nous avons 100% confiance en lui, en son équipe et tout ce qui va avec ». Mais pourquoi ne pourrait-il pas être tout simplement le nouveau cannibale ? Il y en a un qui est derrière vous, Gordon, c'était il y a très très longtemps. Et ici, c'est quelqu'un qui est dans le même scénario, qui est un chasseur de classiques, qui est un chasseur de grands tours. Quand on doit dire qui peut un jour aller chercher les 5 monuments, eh bien, il y en a un, c'est Tadej Pogačar. Donc c'est facile de toujours poser les questions. Oui, est-il anormal de le voir gagner? A-t-il des justes performances? Est-ce que les watts? Est-ce que si? On peut poser 36 000 questions. Je dirais tout simplement qu'il vaut mieux souvent terminer 2e que 1er. Lorsque vous êtes trop souvent 1er, on va chercher des doutes de savoir comment vous pouvez gagner comme ça. On a vu, l'an dernier, personne, en tout cas sur le Tour de France, n'était fan de Jonas Vingegaard. Cette année, beaucoup l'avaient pris en amitié en disant « oh, c'est beau d'où il revient ». Et puis, tout le monde dans le public français adorait Remco parce que c'est la jeunesse, il découvre le Tour de France, il a sa facilité à répondre aux interviews en français. Donc voilà, il faut un petit peu avoir des vues différentes parce que c'est le Tour de France et dès que vous faites comme ça des prestations hors normes, on va vous remettre en question. Mais je pense qu'on a réellement avec Tadej Pogačar quelqu'un qui est hors norme depuis de nombreuses années. Je me souviens lorsque j'étais encore directeur sportif, il avait 17 ans, je crois, et on cherchait un petit peu quelques coureurs qui pouvaient intégrer l'équipe. C'était sur le Tour de Slovénie. Il était junior. Vous êtes en train de me dire que vous êtes passé à côté de Tadej Pogačar, Max? Mais je vais vous dire tout simplement qu'à l'époque, il était encore junior. Il pouvait participer avec l'équipe nationale de Slovénie au Tour national. Et il faisait déjà des top 5 avec des professionnels réputés de l'époque. Et donc là, quand on s'est un petit peu renseigné, on avait déjà compris qu'il avait un accord avec la formation Emirates pour son passage professionnel. Donc tout était déjà... Donc c'est pas cette année, c'est pas il y a 1 an, c'est pas il y a 2 ans. On parle de quelqu'un qui est tout simplement un phénomène et qui, je pense, met tous les atouts aujourd'hui dans son jeu avec sa formation pour ne rien laisser au hasard et être le meilleur coureur du monde actuellement.
Ouais, Julien, on voit donc Tadej qui s'impose devant un Jonas Vingegaard, on l'a dit, un petit peu diminué avec cette chute, devant un Remco Evenepoel qui réalise des performances en haute montagne, et là où on ne l'attendait pas forcément, ou en tout cas où on avait quelques doutes, tout à fait exceptionnels. On parle d'une minute 30 maximum sur le meilleur grimpeur de la génération, sur Tadej Pogacar. Non, très clairement, du côté de Tadej, on est en tout cas avec l'équipe UAE, l'équipe la plus forte, et on l'a tout simplement démontré. On reste dans une cohérence par rapport à ce qui a été montré depuis le début de la saison et même avant cela. Oui, clairement. Et on en avait discuté dans un épisode dans Roue Libre au niveau de l'armada UAE qui était impressionnante sur le papier, avec des coureurs qui pourraient être leaders sur le Tour de France ou sur d'autres, sur le Giro, sur la Vuelta. Il y a eu effectivement beaucoup de suspicions, mais comme chaque année sur le Tour de France, je ne mettrai moi non plus jamais ma main au feu par rapport à un coureur avec toutes les casseroles qu'on a vécues. Mais je pense que le cyclisme évolue aussi. Et là, on a parlé des records qui ont été battus dans les ascensions, mais ce n'est plus non plus le même cyclisme qu'il y a quelques années. Je t'interromps pour faire simple. Sur une étape où il gagne, on parlait d'un record datant, je pense, de Pantani. Les 13 premiers de l'étape ont battu le record. Oui. Donc ça fait de nombreux doutes sur 13 coureurs. Alors si on trouve qu'à cette période, il y avait une triche qu'aujourd'hui on ne pourrait pas atteindre de telles performances. Le matériel a évolué, la récupération, enfin les bains glacés, les boissons de récupération, ce sont tous des petits éléments qui font que les coureurs ont plus de fraîcheur en deuxième ou troisième semaine de Tour de France. Et puis on a arrêté de fumer aussi, de boire. Oui, voilà. De faire moins la fête. Oui. Faire moins la fête. Pas pour tout le monde, Gordon. Ouais. Et le niveau général s'est vraiment amélioré. Et quand on voit comment Pogacar est, par exemple, emmené au pied des bosses, c'est aussi un rythme qui s'est amélioré par rapport à l'époque de 98. Donc finalement, ces records de vitesse battue ne sont pas une surprise. Effectivement, ce n'est pas une surprise et on imagine en tout cas que ça va être compliqué pour... Et après, pour revenir à autre chose, quand on parle de surprise, de record et de quelque chose qui aurait pu paraître encore anormal il y a 15 ans ou 20 ans, quand on voit un Équatorien, meilleur grimpeur, un Érythréen, meilleur sprinter, un Belge qui remonte enfin sur le podium, qui aurait imaginé ça il y a 10 ou 15 ans? Donc on parle de cette évolution à tout niveau, que tous les records peuvent être battus, que ce soit en termes de performance pure, mais aussi de cette évolution du cyclisme à l'international. Et je voudrais juste ajouter, quand on voit aussi le cyclisme des jeunes maintenant, toi tu vas sur les courses cadets et juniors, voilà. Et moi je suis aussi les courses de jeunes, quand je vois tous ces jeunes qui ont déjà des entraîneurs à 15 ans, et ils s'entraînent différemment, et ils s'améliorent aussi. Donc quand ils arrivent chez les juniors, chez les espoirs, ils sont aussi plus forts et directement pro. Moi, je me souviens de cette interview avec Van Avermaet. On était au Canada et je lui demandais, mais qu'est-ce que tu penses de tous ces jeunes qui arrivent? Et il m'avait dit, moi, quand je suis arrivé chez les pros, je devais tout apprendre. Et maintenant, les jeunes qui arrivent chez les pros, ce sont eux qui m'apprennent des choses. Ouais. On a une évolution tout simplement à tout niveau. C'est-à-dire qu'on est passé de les coureurs qui avant étaient des juniors, leur niveau, maintenant ce sont des cadets. Les espoirs de l'époque sont devenus des juniors. Donc tout niveau, grâce à l'entraînement, par rapport au sérieux, par rapport au matériel, tout le monde a réellement franchi un cap, ce qui peut expliquer pourquoi on peut aujourd'hui avoir des coureurs qui peuvent rouler aussi rapidement. Bon, ça en dit long, effectivement. On pense évidemment à un certain Jarno Vidar qui pourrait finalement être le prochain vainqueur d'un Tour de France. Aussi, avant encore Remco. Une pépite. Pourquoi pas? On verra. En tout cas, Remco, lui, il a validé un nouveau succès. Et quel succès! La médaille d'or sur les Jeux Olympiques. Il a tout gagné en chrono, Frédéric, c'est fait pour Remco. Il a remporté les chronos sur les 3 grands tours. Il a été champion d'Europe, il a été champion du monde. Sur la route, champion de Belgique, champion du monde. Qu'est-ce qu'il a encore à faire, Remco, dans le monde du vélo? En fait, gagner le Tour de France et c'est tout. En tout cas, sur le vélo de chrono, il ne peut pas améliorer sa position. Quand vous voyez comment il est positionné, en termes parfait, d'aérodynamisme, on est dans ce qu'il y a de mieux. Et pour les gens qui ont suivi l'épreuve chronométrée, quel changement au niveau du pilotage sous la pluie, comment il arrivait à aborder ces virages. Donc une prise de confiance, je crois aussi, à la sortie du Tour de France. Beaucoup se demandaient, est-il capable de récupérer après 3 semaines? Comment il sera? J'avais dit à certains tout simplement, la récupération, je ne sais pas, mais au niveau du mental, comment il s'est surpassé pendant 3 semaines, il va arriver avec une confiance extrême en se disant rien ne peut m'arriver aujourd'hui. Et il l'a démontré dans son pilotage. Et puis d'aller chercher ce titre olympique du chrono. Et
c'est le spécialiste du contre-la-montre. Il n'est pas champion du monde pour rien. Et il faudrait être très, très fort pour le déloger de cette première position dans les années à venir. Et la 3e place pour un certain Wout van Aert, qui a réalisé un très beau Tour de France, qui progresse et qui va faire partie de cette très, très belle sélection. C'est le sujet pour les 10 dernières minutes que l'on a à passer ensemble ici. La course, messieurs et dames, bien sûr, avec Lotte Kopecky, qui est évidemment la grande favorite. Frédéric, Julien, Maxime, les Jeux Olympiques, c'est une très, très belle période aussi. Ça a commencé merveilleusement avec Remco. On a la sensation, Maxime, qu'avec nos 2 grands leaders qui sont magnifiquement bien accompagnés avec Tish Bonhout et avec Jasper Stuyven, qu'on peut aller chercher une médaille olympique samedi prochain. Oui, d'autant plus que j'ai le sentiment que, contrairement à certains championnats du monde ou même aux derniers Jeux Olympiques, il y a une vraie entente maintenant entre Wout et Remco, où ils ont tous les 2 pris de la maturité et beaucoup de respect l'un pour l'autre, où ça n'a pas forcément toujours été le cas par le passé. Et voilà, on sait que ce sera une course très spéciale avec une très longue course, plus de 270 km, un peloton qui est vraiment réduit avec les 5 nations les mieux représentées, avec seulement 4 coureurs au lieu de 5 par le passé, ou par le passé, si je ne me trompe, il y avait 10 nations avec 5 coureurs. Cette année, il y en aura 5 avec 4 coureurs, et puis ce sera des nations à 3, 2 ou un seul coureur, moins de 90 coureurs au départ pour cette distance-là, donc ce sera tactiquement assez compliqué à jouer. Il faudra bien approcher la course, il faudra attaquer au bon moment, ne pas être trop attentiste, mais ne pas brûler des cartouches trop tôt. Donc c'est sûr que ce sera un jeu dans lequel il faudra toujours être devant, en tout cas en tant que nation, et toujours pouvoir peser sur la course sans en faire de trop. Donc ce sera particulier, mais avec ce qu'on a vu du niveau de forme de Remco après le Tour et de Van Aert, qui, on le voyait au fil du Tour, a beaucoup travaillé, s'est beaucoup sacrifié pour le collectif Visma Lease a Bike. Et on sait que c'est un champion aussi qui a démontré aussi, lui, avec sa grosse chute à Waregem, qu'il était capable de revenir et de se fixer directement d'autres échéances. Et c'est sûr que s'il vient ce samedi, c'est pas pour faire de la figuration et pour se contenter d'un rôle d'équipier. Un très beau parcours, tu l'as dit, Maxime, avec près de 2800 mètres de dénivelé, avec une bosse, en tout cas il y en a 12 sur le parcours, mais une bosse à plus ou moins 10 km de l'arrivée que l'on parcourra 3 fois, la butte de Montmartre, 6% de moyenne sur 1 km. C'est une bosse typique pour un garçon comme Mathieu Van Der Poel. Julien, Mathieu Van Der Poel, c'est le garçon qui peut inquiéter Remco Evenepoel, qui peut inquiéter Wout van Aert, ou les autres, puisqu'on parle aussi de Marc Hirschi, qui a gagné en Tchéquie, d'Alaphilippe, qui a lui aussi gagné en Tchéquie. On aura aussi du Jorgensen, du Mohoric, du Bettiol, du Pidcock. Mathieu Van Der Poel, c'est quand même l'ultra favori. On le connaît, il a été assez discret sur le Tour de France, ça présage de grandes choses. Et je pense qu'il a préparé ces Jeux Olympiques comme il avait préparé le championnat du monde l'an passé. Il était intouchable l'an passé au championnat du monde. Mais là, les JO à Paris, c'est vraiment une course très particulière. Tu l'as dit, un peloton tout rikiki des équipes avec Mathieu Van Der Poel n'aura que deux coéquipiers. Et donc Mathieu est une grande menace pour les Belges, pour Remco et pour Wout. Mais je pense que la tactique de la course va aussi être une grande menace pour tous les favoris parce que avec ces équipes de 3 coureurs, de 4 coureurs ou de 2 coureurs, imaginez un groupe d'outsiders qui part assez rapidement, d'une dizaine d'hommes, avec un Bettiol, un Van Mark, un Skujins, un Kirsch qui m'avait l'air assez costaud ici au Tour de Wallonie, des outsiders. Qui va rouler derrière Chez la Belgique, il n'y aura que Stuyven, Benoît pour rouler derrière. Bini, il ne pourra pas demander à quelqu'un de rouler pour lui. Il est tout seul au départ. Donc, il y aura cet élément tactique qui va être passionnant à suivre, j'en suis persuadé. Et on aura des mouvements de course. Je pense que les Belges ont aussi intérêt à mettre peut-être un Stuyven dans un groupe comme celui-là et peut-être miser sur sa pointe de vitesse pour conclure à l'arrivée. Comment se sent Bini, d'ailleurs, parce qu'il a enchaîné des critériums, là aussi. Il a enchaîné les critériums, il a fait le contre-la-montre sous la pluie samedi dernier à Paris. Il est bien, il a fait de cette course en ligne aussi un objectif et directement pendant le Tour, il a dit qu'il voudrait, même avant le Tour, qu'il voudrait tenir sa forme le plus longtemps possible en rêvant des JO. Il ne rêve pas spécialement du titre, je pense que pour lui c'est déjà
déjà pas mal de participer à ces JO, mais on sait que ça dépendra beaucoup des circonstances de course, qu'une fois qu'on se retrouve à l'avant, on peut vraiment avoir des scénarios qui tournent en sa faveur, mais comme Julien le disait aussi, quand on est tout seul, c'est pas possible de boucher tous les trous, et si on rate une fois le mauvais coup, et même si c'est avec des outsiders, et voilà, il faudra pas se caler forcément dans la roue de Van Der Poel quand il y a des gros groupes qui partent, ce sera mieux d'avoir un coup d'avance, surtout que ce circuit dans Paris est quand même plutôt annoncé sinueux. Donc, il faudra toujours rester attentif. Il est physiquement prêt, mais voilà, c'est 270 km. Ce sera assez imprévisible. Ce sera aussi des circuits où, avec un ennui mécanique, où si on rate un bidon, ça peut vite avoir beaucoup d'influence sur la course parce qu'il n'y a pas d'équipier, parce qu'il y aura une longue file de voitures suiveuses et où tout peut arriver. Frédéric, qui va succéder à Richard Carapaz? Aucune idée. En tout cas, il ne fait pas bon d'être sélectionneur en vue de la stratégie et d'arriver à lire la course. Mais je ne serais pas étonné, au vu de la longueur de la course d'un circuit qui est assez sinueux, d'avoir une échappée qui peut sortir, en tout cas, d'assez loin, ou même à lauréat, qui pourrait anticiper, parce que derrière, vous n'avez pas la possibilité de simplement vous organiser. Qui va pouvoir mener une chasse avec pas mal de virages, avec 2 coureurs par nation pour travailler pour les grosses nations. Donc, allez, je vais toucher du bois, et si je devais jouer, et parce qu'il est peut-être dans la forme aussi de sa vie, un Remco, même s'il sera très surveillé, mais une attaque d'assez loin, et quand on est un grand rouleur, ce sera quelque chose qui pourrait bien lui convenir. Et derrière, quand vous êtes comme ça avec ses capacités, 2, 3, 4 coureurs qui pourraient même s'organiser, n'auront peut-être pas la possibilité de rentrer sur lui. Ou alors, on va jouer autrement et on va placer un Wout van Aert qui revient avec d'excellentes conditions. Il l'a prouvé sur le chrono, qui a une belle pointe de vitesse, d'anticiper. Donc, 2 cartes hyper intéressantes en tout cas pour la Belgique, mais ça reste une médaille d'or à aller chercher. Ça a été réussi sur le chrono. Croisons les doigts que la Belgique puisse aller chercher de nouveau une médaille d'or. Quand on voit ce que Van Avermaet a fait à l'époque, personne n'imaginait ça. Ce jour-là, on n'aurait pas mis 1 euro sur Greg Van Avermaet. Donc, il y aura peut-être la Belgique ou une grosse surprise. Max, en toute objectivité. Carapaz n'avait pas beaucoup d'équipiers non plus à Tokyo, donc qui sait ce qui peut arriver pour Biniam Girmay? Qui sait, Jules? Je pense qu'on peut assister à une surprise. Une surprise? Une surprise sur cette course longue avec impossible pas à de lire. coéquipier. Moi, je suis plutôt d'avis avec toi, Julien, et je mets une petite pièce. Bon, c'est un petit peu chauvin de ma part, mais je mets une petite pièce sur Stuyven qui m'a particulièrement impressionné et qui pourrait justement être dans ce rôle, dans ces équipes, dans ce rôle un petit peu de fantôme, à profiter du leadership de Wout et de Remco quand on voit sa forme. Pourquoi pas Jasper Stuyven? Un petit mot, c'est le même parcours, même s'il est beaucoup plus court sur la course féminine. Lotte Kopecky, c'est aussi l'année ou jamais parce que le parcours lui convient parfaitement, parce qu'elle avait été déçue lors des derniers Jeux Olympiques et parce qu'elle est dans une forme étincelante. On l'a encore vu sur le Giro Dames, jouer la gagne au niveau du classement général. On avait été surpris sur le Tour de France. Elle a remis ça. Elle est dans une forme étincelante. Elle devra faire face tout de même aux meilleures coureuses du monde, ça c'est clair, sur Voloring, sur Webus. Elle devra faire face à Longo Borghini, qui est excellente cette année, à la Bousse, à Nuvadoma. Pas mal de favorites. Une équipe belge, à contrario, je vais dire, par rapport à chez les messieurs, qui est un petit peu en dessous. Et donc là, ce sera peut-être à Lotte Kopecky de s'en sortir un peu seul, sans vouloir dénigrer les autres concurrentes. C'est encore un travail qui est à faire au niveau du cyclisme féminin. Il faut pouvoir l'accompagner dans ce genre de course un petit peu mieux dans les années à venir. Ça arrive tout doucement. On sera avec Geuker, on sera avec Van de Velde et une 4e coureuse. Mais Lotte Kopecky, Julien, Frédéric, c'est la grande favorite. Ça va pas être simple de s'en sortir. Oui, mais elle connaît la situation. Elle était dans la même stratégie lors des derniers championnats du monde où l'équipe néerlandaise était celle qui, en termes de quantité, de qualité, était au-dessus du lot. Elle devait bien gérer sa course. Et elle a fait ça de quelle manière? Et ici, avant ces Jeux Olympiques, elle a dit, voilà, où j'ai aucune chance, ce sera sur le contre-la-montre, je vais le faire. Mais derrière, j'ai énormément de possibilités sur l'épreuve en ligne, sur la piste. Donc, elle va arriver avec beaucoup de confiance. Il faut espérer que la chute dans laquelle elle a été victime n'a pas eu de conséquences, de pouvoir arriver dimanche prochain vraiment à 100%. Mais c'est devenu la référence au cyclisme mondial.
elle a tout dans ses capacités pour pouvoir aller décrocher la médaille d'or. Donc, il faut lui faire confiance. Elle sait comment, en tout cas, fonctionner. Sa stratégie de course doit déjà être bien organisée. Là où sur toute la saison, elle est accompagnée des meilleurs autour d'elle, c'est quand même un petit peu plus difficile en équipe nationale. Lors des derniers championnats du monde, comme tu l'as dit, Frédéric, elle avait réussi à tirer son épingle du jeu. Peut-être que le parcours était un petit peu plus difficile, plus sélectif pour pouvoir se la jouer un peu solo. Ici, il y a cette bosse, on l'a dit, à 10 km de l'arrivée, Maxime, mais le jeu d'équipe risque d'être quand même encore plus important parce que la sélection, elle va être plus compliquée à faire tout de même. Hein. Oui, après, ce sera quand même le même phénomène où les Néerlandaises sont sans doute la nation qui domine aujourd'hui le cyclisme international, mais où elles ne seront pas non plus 6 ou 7 au départ et où ça restera un jeu où une fois qu'on se retrouve devant, voilà, tout le monde, je pense, dans l'équipe des Pays-Bas est en mesure de gagner et où il faudra bien sentir les coups et ne pas laisser partir une Kopecky si elle arrive à partir. Je ne sais pas qui dans l'équipe des Pays-Bas voudra se sacrifier parce que ça reste aussi des courses qui n'ont lieu qu'une fois tous les 4 ans et il faut saisir ses chances. Il y a aussi le fait que une deuxième ou une troisième place aux Jeux Olympiques n'est pas la même chose qu'une deuxième ou troisième place au Tour des Flandres ou même au Championnat du Monde, quand on connaît la valeur d'une médaille olympique. Donc il peut y avoir une course dans la course. Des stratégies qui se mettent en place juste pour des alliés de circonstances, juste pour aller chercher une troisième place. Ouais, une coureuse d'une nation un peu plus inférieure sera très contente de pouvoir collaborer avec Kopecky pour aller chercher une médaille, par exemple. C'est évidemment des choses à prendre en compte. Messieurs, un grand merci. On va s'arrêter là parce que Frédéric Amorizon est en train d'étouffer. Veuillez m'excuser. Tu n'as pas l'endurance que je pensais. Ça va aller. Non, il n'y a pas de souci. On va vite apporter un petit verre d'eau pour après, Frédéric. C'était un plaisir, en tout cas, d'être avec vous, de parler de cyclisme. C'est quand on est trop affûté, on chope tous les virus. C'est ça. Parler du Tour de France, parler de Bini avec Maxime. Merci, Maxime, de ta venue. Merci pour toutes ces explications. J'espère que tu as pris du plaisir. Évidemment. Toujours bien accompagné. Toujours des beaux moments. Allez, parfait. En roue libre aussi, toujours avec Julien Gilbert, qui est triste parce qu'il n'y a pas de quiz aujourd'hui. Le timing, il n'y a pas de quiz. Alors, je dirais c'est un peu facile de ta part, Gordon. C'est vrai ? De rester sur ton trophée que tu avais. Je veux perdurer le plaisir. Je ne veux pas le remettre en jeu. C'est un peu le Van Avermaet des Jeux Olympiques. Tu as eu... Van Avermaet avait une année en plus. Là, tu as un épisode en plus. Effectivement. Mais ne t'inquiète pas, pour les prochains épisodes, je vous prépare quelque chose, puisqu'on sera de retour avec En roue libre, avec 2 épisodes où on va préfacer les courses de cet été en août, avec Frédéric Amorizon qui sera aux commentaires sur le Tour de Burgos. On aura Gérard Bulens qui m'accompagnera sur le Tour d'Allemagne, sur le Tour de Pologne. Beaucoup de courses cyclistes sur Pix Plus Sport et évidemment le cyclisme est maître pendant l'été et c'est un plaisir de pouvoir le partager avec des passionnés comme vous, aussi sur les différentes plateformes. Merci de nous avoir suivis. Ciao tout le monde. Ciao les amis. Salut. Au revoir.